Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés pour écouter nos experts. On commencera ce soir par Nathalie Josse, journaliste à Martinique La Première. Bonsoir Nathalie. Bonsoir et bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir Michel Branchi, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une semaine qui est intéressante parce qu'elle précède une semaine importante, celle du 1er mai. D'accord. C'est pour quelqu'un fort before. Je crois qu'elle était intéressante suite à justement tout ce qui s'est dit cette semaine. Mais on va en parler. Ouais. Bonsoir Eddy Compère. C'est une fusion-acquisition. Eddy Malajou, patron de presse à la Martinique. Bonsoir Eddy. Merci Mano, merci à tous mes confrères et merci à ceux qui nous soutiennent, qui nous regardent et qui nous apportent leur comment dirais-je, leur critique positive. Voilà, leur critique positive et puis leurs encouragements. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent il faut continuer et qui nous félicitent. Ouais. Non mais c'est important. Merci beaucoup. Bonsoir Daniel Compère. Non, Eddy Compère. Le PPR. le progressiste, tu es tous aziz. Non, c'est Daniel Marajo. Eddy Compère et Daniel Marajo. Bonsoir Eddy Compère. Bonsoir, rédacteur, simplement, tu m'as dit donc du progressiste. Rédacteur au progressiste. Ancien rédacteur en chef quand même. Ancien rédacteur en chef. Et ancien rédacteur en chef de ICAR. Ça, tu tiens toujours à le souligner. Il faut le dire. Bien Moi, j'ai deux numéros d'ICAR chez moi, donc si vous voulez, mais c'est très cher. Hein, parce que Oui. Je dois en avoir quelques-uns. j'en ai. Moi, je les ai fait relier par les prisonniers. Ah bon? J'avais des collections pratiquement complètes sur 21 ans. Ça fait pas mal de... Rappelle-nous ce que vous voulez dire ICAR. Information Caraïbe. Information Caraïbe. C'est comme une agence de presse, i.car. Alors, on peut en parler rapidement. La caractéristique des informations, c'est que d'être rédigé comme des dépêches de presse, d'abord, Oui. c'est-à-dire c'est un nombre très bref, condensé, avec beaucoup de contenu factuel. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, pour nous, à justice, à l'époque, on s'en servait. Bon, alors, on n'avait pas d'ailleurs, pas toujours, notamment s'agissant de Cuba, toujours la même orientation que ICAR. Bon, mais quand même, il y avait, par exemple, quand on disait que quand ICAR nous disait que le Cuba avait été pris par l'UNICEF pour un certain nombre pour sa politique concernant l'éducation des enfants, etc., la mortalité infantile, bon, on prenait l'information. Et puis on terminait en disant grâce à la révolution cubaine. Mais on ne termine pas. Dans les pays capitalistes, ils sont. T'imagines la prose. Et puis attention, c'était un copier-coller. Mais là, déjà pareil. On ne terminait pas en mettant source ICAR. Très bien. Par contre, Oui, je mettais souvent. Enfin, ce qui me concerne, je mettais source ICAR. ok. Par contre, tu vas peut-être nous expliquer qui est-ce qui va adhérer au PPM le 26 juin? Ben, tu n'as qu'à regarder le dessin de notre bien-aimé confrère Titis. Le 17 avril, il a honoré Césaire. On parle de qui, là? Alors, On parle de Chabert. quels sont les personnages qui sont là? Daniel Marie-Sainte Et l'autre, je ne sais pas. Francis Carole. Ah ben, dis donc. Ben oui, c'est lui. Ah, c'est lui. D'accord. Donc, on dit que le 17 avril, il a honoré Césaire, c'est ça? Oui. Et Carole disant, tu seras surpris peut-être, non? Donc tu penses que le 26 juin, il va adhérer au PPM sous forme de question? Voilà. C'est une D'accord. question qui concerne Alfred Marie. Alfred Marie-Jeanne. Tu veux que je fasse une petite réflexion? Oui. Amicalement à mon ami Daniel. Ici même, il y a une semaine, nous avons longuement parlé de l'anniversaire de la 10 ans de la mort de Césaire. Et tout le monde à peu près a dit Césaire n'appartient à personne. Et je vois un numéro du progressiste qui dit exactement le contraire. Non, c'est faux. C'est faux. Ne le taquine pas. C'est faux. Laisse-lui le temps de quelques jours. C'est pas ça. Parce que un certain nombre je pense à la CTM, par exemple, notamment la conseillère exécutive Marie-Hélène Léotin, qui est chargée de la culture, a organisé un colloque avec plusieurs intervenants assez compétents, de renom, l'André Lucrèce, etc. Bon, sur Césaire, l'écrivain, l'homme de lettres, et puis aussi un peu l'homme politique. Bon.
À leur décharge, Césaire appartient quand même un peu au PPM. Ben, quand même. C'est le fondateur du PPM. Quand même. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui Quand font, même. on l'a dit la dernière fois, une utilisation un peu abusive de Césaire, avec une appropriation quelquefois vraiment limite. Mais il faut le reconnaître que c'est quand même le fondateur. C'est quand même un du scandale. parti. C'est quand même un scandale. Ah bon? Mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. Tu parles comme Marchel. Je parle comme Marchel. Je pense que c'est mal parti. Non, c'est pas mal. On échange. On échange. Mais Alors, je veux rapidement, dire parce qu'il y a quand plein même, d'autres sujets qu'il faut qu'on voit. C'est quand même un scandale de dénier, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de dénier au Parti progressiste martiniquais le droit de commémorer Césaire vivant ou mort, ou vivant et mort. Césaire n'appartient pas exclusivement au PPM. Césaire n'appartient pas exclusivement à la Martinique. Il faudra que dans votre majorité, il y ait des gens qui se mettent ça en tête. Notamment une certaine dame que tu as citée tout à l'heure, je préfère ne pas reprendre, parce qu'il y a 2 articles qui sont consacrés dans le progressisme. J'ai pas compris ce qu'elle dit, que c'est ça qu'elle disait. Mais oui, moi je l'ai entendu, elle a commencé par dire Césaire n'appartient pas au PPM. Si elle avait dit Césaire n'appartient pas seulement au PPM, on aurait été d'accord. C'est ce qu'elle voulait dire. Ça m'étonnerait. Elle a dit aussi que Césaire a abandonné le prolétariat. Voilà. C'est un deuxième scandale. Ça c'est beau. Alors, je ne vais pas répondre là-dessus, mais je réponds simplement, Césaire n'appartient pas qu'au PPM. Oui, d'accord. Il appartient au Parti communiste. Alors, je n'ai pas eu le temps de le dire hier, la dernière fois. Bon, Césaire, toutes les œuvres majeures de Césaire, notamment, je vais citer, Cahiers de retour au pays natal. Il était communiste, il était déjà à la jeunesse communiste. Discours sur le colonialisme. Il était Toussaint l'ouverture. Toutes les œuvres où il avait encore la propulsion de l'idéal communiste. Encore. Après, c'était Laminaire, où il était un peu désabusé. Oui, là, Un peu désabusé, découragé. Hein. Et après, ça a été le moratoire. Oui, mais il a beaucoup contesté l'orientation du Parti communiste. C'est pour ça qu'il a quitté. Sa fameuse lettre à Maurice Thorez, voilà, c'est quand même significatif. Non, la fameuse n'est pas le monument qu'on l'on croit. Alors, quand même, elle est explicite. Non, ce n'est pas le monument qu'on le croit, parce que quand il dit qu'il voulait réapproprier le marxisme au peuple d'outre-mer, il a abandonné le marxisme après. Eddie. Moi, je pense que nous serions bien inspirés de ne pas revendiquer quoi que ce soit d'un homme qui est aujourd'hui décédé. Moi, je pense que la bonne attitude serait plutôt de lui rendre hommage et de ne pas tirer la couverture chacun à soi. Donc, le mot appartenir ne me paraît pas de bonne aloi, très clairement. Donc, je recommande très fortement à l'ensemble de mes confrères d'oublier le mot exclusif, appartenir, etc. Parce que cet homme et tout ce qu'il représente, je me permets de dire quelques mots parce que je n'étais pas là la semaine dernière, sont non pas le fruit ou la propriété, sont l'espérance. Comme ça, c'est moins matériel. C'est l'espérance du monde. Voilà. Ce qu'il a apporté, c'est l'espoir du monde. Le reste, c'est affaire de basse composition. Il faut oublier ça. Très bien, oublions. Parmi les mots que tu voulais citer, tu as oublié le mot s'approprier. Entre autres, il faut qu'on arrête avec ça. D'accord. Très bien. Donc, vous me promettez que dans les 5 ou 10 prochaines années, lorsque nous fêterons les 15 ans ou les 20 ans, ces mots ont disparu. Tout à fait. Vous me promettez ça? Ah oui, on n'a jamais employé le mot s'approprier Césaire. Bon. Alors, quelque chose qui va peut-être faire sursauter aussi notre ami rédacteur en chef de justice. La Martinique n'est pas bien gérée. Dixit Bernard Ayotte. Alors, pendant un bon moment, on a entendu personne parler, puis il y a quelqu'un qui a eu un peu de courage, qui a dit quelque chose, hop, tout le monde s'est jeté dessus, mais c'est d'après Bernard Ayotte, la Martinique n'est pas bien gérée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une réalité ou alors
Comment vous pesez ces mots et comment vous les traduisez pour le public? Non, mais je sais déjà ce que tu vas dire, grosso modo. Mais tu permets que je le dise quand même. Est-ce bien nécessaire? Bien. Alors, on peut... Bon, je dirais après que j'ai des informations concernant les propos tenus par Bernard Ayotte, mais au premier degré, la Martinique n'est pas bien gérée, c'est mieux ailleurs, et il a cité un certain nombre de pays d'outre-mer. Donc, il compare la situation de la Martinique à la situation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion. Polynésie. Il va même jusque dans des pays qui n'ont pas le même statut. La Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Alors, moi, je me suis limité dans Justice, un article que j'ai d'ailleurs adressé en tribune à France-Antilles et à d'autres médias, je me suis limité à l'aspect purement économique. Alors, je constate que de manière brute, la Martinique a un indice de développement humain, c'est-à-dire, c'est pas seulement le produit intérieur brut, on prend en compte l'éducation, la santé, etc., un certain nombre de paramètres. L'indice de développement humain, elle a un indice de développement qui est à peu près équivalent à celui de la Guadeloupe et nettement meilleur que celui de la Réunion, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie. Si on prend le PIB par habitant, la Martinique a le PIB par habitant le plus élevé de tout l'outre-mer, sauf la Nouvelle-Calédonie, mais c'est faussé en Nouvelle-Calédonie par les ressources du nickel. Okay. Donc, quand on fait des comparaisons, on fait attention. Et puis, si on prend d'autres éléments, par contre, en ce qui concerne les inégalités sociales, il y a une étude récente de l'INSEE, c'est à la Martinique où l'écart, on peut avoir un PIB moyen plus élevé que tout le monde, mais l'écart entre les moins bien dotés de la société et puis les plus haut dotés sont plus élevés. Et ce n'est pas inintéressant de répondre ça à M. Ayotte. Bien, alors... Et j'ai ajouté ceci, c'est en Martinique que le niveau de profit, même si les études sont... Et pour cause, l'INSEE, la Banque de France, l'IEDOM s'intéressent peu à cette espèce de gros mot, dans notre société qui s'appelle le mot profit, mais les quelques données que l'on a, le niveau des profits privés, c'est les plus élevés de tout l'outre-mer. Donc, voilà ma réponse. Très bien. Pas de réaction, personne? Non, moi, j'ai été très surprise des propos de Bernard Ayotte, qui s'exprime très peu. Ses interventions sont très rares dans les médias, on n'entend vraiment pas beaucoup. Et donc, qu'il puisse s'exprimer pour dire ça, je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment... Voilà, on dit qu'on l'a piégé, etc. Enfin, que le journaliste a mis le micro. C'est ce qu'il dit après. Il a dit ça après. Oui, qu'on l'a piégé. Ou bien, est-ce que vraiment c'est des propos pour faire réagir? Si c'est pour faire réagir, évidemment, c'est gagné. Parce que, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, on a eu un déferlement de réactions. Ce serait n'importe qui d'autre qui aurait dit ça. Bien entendu, ça n'aurait pas suscité autant d'émotions, autant d'émoi et autant de réactions. La Martinique est mal gérée, on peut le dire ici, Daniel l'aurait dit, ou Michel, bon, voilà. Et c'est donc là qu'on voit bien... Surtout qu'on l'a déjà dit. Voilà, absolument. N'importe qui d'autre aurait dit ça, ça n'aurait pas suscité de réaction. Pourquoi? C'est parce que on se rend bien compte de l'impact et de la chape de plomb qu'il y a dans ce pays vis-à-vis de la caste béké. Alors on dit, il ne faut pas dire que c'est une caste et tout. C'est une caste, de fait. Et il y a un véritable problème à la base. Il y a ce problème béké qu'on n'a jamais résolu, qu'on n'a pas résolu, qu'on n'arrive pas à résoudre, et qui pose un véritable problème dans ce pays. On peut dire ce qu'on veut, on peut le prendre par tous les bouts. Le problème béké est un problème absolument handicapant dans ce pays. Les gens ont une référence et il y a ces gens qui sont là et avec qui créent un mal-être et un malaise dans le pays. Donc un jour, il faudra bien qu'on puisse un jour s'asseoir pour résoudre ce problème-là parce que véritablement, on n'arrive pas à aller de l'avant à cause de ça. La deuxième chose, c'est que quand Bernard Ayotte dit que la Martinique est mal gérée, alors il a fait allusion bien sûr par rapport à la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane.
Michel l'a rappelé, c'est faux. Et je pense qu'il le sait quand même. Je veux dire, à son niveau de décision et au niveau de quelqu'un comme Bernard Ayotte, il a quand même des chiffres pour savoir qu'au niveau du chômage, au niveau de beaucoup de choses... Je ne sais pas si c'est le chômage. Oui, le taux de chômage est plus bas. Le taux de chômage est plus bas ici. Bon, on n'a pas ces problèmes récurrents concernant l'eau. La Guyane, on a bien vu ce qui s'est passé il y a un an encore. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Alors, il nous a mis en concurrence avec enfin, pas en concurrence, mais au même niveau que la Polynésie. Certains disent que c'est parce que ni la Polynésie ni la Martinique n'ont de ministres, n'ont d'officiels dans le gouvernement français, qu'on n'est pas représenté au plus haut sommet de l'État, qu'on n'a jamais été représenté comme la Polynésie. Alors, si c'est ce qu'il appelle mal géré, peut-être que pour lui, ça passe par là. Être bien géré, ça passe être dans les hautes sphères de l'État français. C'est une vision. Ça, peut-être que c'est la sienne. Ou dans les hautes sphères du capitalisme. Oui, par exemple, mais dans les sphères du capitalisme. D'où les profits. Dans les sphères du capitalisme, à ce moment-là, c'est lui qui représente le capitalisme ici. Ils sont bien représentés. Donc, oui, il est quand même 500e fortune de France. Et puis, je termine en disant que lorsqu'il dit que la Martinique est mal gérée, il ne faut pas oublier que c'est quand même les Békés qui ont formaté la façon dont la Martinique s'est développée. Et le mal développement dont nous sommes victimes aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, c'est quand même les Békés qui l'ont mis en place depuis des années, depuis l'esclavage, la colonisation, l'assimilation, la départementalisation. Pourquoi ? Regardez le problème du transport ici. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de mettre un transport en place ? Qui contrôle l'industrie de l'automobile ? Qui vend des voitures ici ? Qui est le lobby de la voiture ? L'agriculture ? Qui a mis de la banane ici ? Enfin, c'est quand même eux qui ont formaté, qui ont mis en place les structures de la société martiniquaise. Donc, quand ils disent que c'est mal géré, ils ont une responsabilité. Mais ils n'ont jamais été aux affaires. Ils n'ont jamais été président de région, président du conseil général. Ils n'ont jamais été aux affaires, mais c'est eux qui ont mis en place les... Pas directement. Pas directement, c'est pas eux qui prennent les décisions, mais c'est quand même eux qui, sur le plan économique, et on n'a pas besoin, c'est au plan économique qu'on gère un pays, je veux dire, qu'on le met en place. Ils auraient pu, s'ils avaient voulu, mettre en place des énergies alternatives, mettre en place un transport alternatif. Il pouvait avoir une vision de la Martinique autre qu'une vision capitalistique qui nous a emmenés dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. D'import-export, enfin. Bon, moi, je ne suis pas, bien évidemment, d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que moi, je veux retourner aux faits. OK ? Je vais vous citer ce que Bernard Ayotte a dit. Parce que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous sommes des journalistes, mais nous nous éloignons du fait. Le fait est le suivant. Il dit, donc, il répond à un journaliste de Martinique Première. Il faut quand même le rappeler. Bon. J'ai mal à la Martinique. Je trouve que la Martinique n'est pas suffisamment bien gérée. Donc Bernard Ayotte n'a jamais dit que la Martinique était mal gérée. Hein. OK ? Il a dit que non, mais attends, revenons à ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Je trouve que la Martinique n'a pas pris conscience que dans la compétition dans laquelle nous sommes, ce sont les meilleurs qui gagnent. OK ? Ça, personne n'en a parlé. Notre groupe est implanté sur tout l'outre-mer, donc c'est peut-être ça qui fait la différence. D'où les comparaisons. Il est à La Réunion, OK ? Il est en Guadeloupe, il est en Guyane, il est en Nouvelle-Calédonie, il est en Polynésie. Donc s'il y a un groupe martiniquais qui est bien placé pour dire comment il est reçu et dans quel environnement il évolue, c'est bien lui. Donc il a quand même le droit de dire, bon les mecs, quand je vais là, voilà ce que j'ai. OK ? Je ne vais pas vous dire à quelle place je mets la Martinique, mais ce n'est pas dans les premiers. Dans les premiers quoi ? Dans les premiers compétiteurs. Dans les premiers compétiteurs, pas dans les premiers tableaux. Nous, on a fait, mon ami Michel me montre les Békés, le numéro spécial. Donc nous, on n'a pas de problème de... Il faudra faire une réédition, je pense. Hein. Probablement, puisqu'il n'y en a plus. On n'a pas de problème de... Attends, on va quand même le montrer. Quand même. Oui. On va quand même le montrer. Il y a quelques numéros. Il en reste encore quelques-uns. Je n'ai mon équipe avec moi. Nous n'avons jamais eu de complexe vis-à-vis des Békés. On leur a déjà dit... On l'a écrit, bon, donc j'ai pas ça. Mais il y a un moment, il faut arrêter de sortir de la vérité. C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est pas que Bernard Ayotte soit un Béké ou pas. OK, nous-mêmes, nous avons déjà dit ici que la façon dont ce pays est géré, c'est un scandale. On l'a dit.
On n'a pas accusé d'homme politique, on a dit la façon dont ce pays est géré, c'est un scandale. Lui, il dit pas ça. Il dit, si je mets tous les mecs dans tous les territoires dans lesquels je vais investir, je peux vous dire que... Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a mal, parce qu'il est martiniquais. Il est mieux accueilli à La Réunion qu'en Martinique. Il est mieux accueilli en Nouvelle-Calédonie. Accueilli sur quel plan? Je vais te donner sur quel plan. En Martinique, quand tu déposes une demande de permis de construire, par exemple, on sait comment ça se passe. Eh bien, dans ces pays-là, tu es investisseur étranger. Dans ces pays, dans tous les pays qu'il cite, il y a une unité qui s'appelle « Venez investir chez nous ». Elle est où en Martinique? Invest in Martinique, c'est où? Tu arrives en Nouvelle-Calédonie, tu as un mec qui se présente qui dit « Vous êtes investisseur? Venez, monsieur. Voilà les terrains qui sont disponibles. Voilà où on peut construire, etc. » Ça existe où en Martinique? Donc l'idée, c'est pas suffisamment bien géré dans la compétition. Il n'a jamais dit qu'on n'est pas bon en termes de revenus, puisqu'il serait très mal placé pour dire ça. Puisque la Martinique, c'est un des départements les plus riches, et c'est grâce à ça qu'il gagne de l'argent. Mais il dit la chose suivante, dans une compétition, et là, je partage. Je ne suis pas d'accord avec lui sur... Compétition de quoi? J'essaie de comprendre. Compétition économique. Compétition économique. Mais Compétition économique. Sur quel plan? J'arrive pas à comprendre. Attends, ça veut dire mettre le plus de supermarchés possible? Non, les investissements, c'est pas... Mais non, les investissements... Parce qu'ici, je ne peux pas mettre beaucoup de supermarchés. Je vous ai laissé parler. Je n'ai jamais... Je ne vous ai pas interrompu. J'ai quelques missiles. Non, pas de missiles. Allez, on t'écoute. Il ne s'agit pas de missiles. On n'est pas là pour défendre des opinions, Nous ne sommes pas là pour défendre des opinions. On parle de faits. Nous sommes là pour parler de faits. Allons écouter. Oui. Je ne vous ai pas interrompu. Non. Donc, je tenais à faire deux choses. Rappeler le texte de la déclaration de Bernard Riot. Tu as raison. Bon, dire ensuite que les commentaires multiples et divers liés à sa fonction de béquet auraient pu nous concerner, nous, et tu as raison de dire ça, qui nous a attaqués? Qui a attaqué l'émission Le Kiosque, qui a dit que ici c'est un bordel? Qui a dit ça? L'eau. Allons éviter de parler économie. L'eau. J'ai renvoyé là, et je vais vous envoyer un rapport du préfet, daté de 2008. Ça fait 10 ans. Qui dit la chose suivante, à la demande d'un certain nombre, on va voir, et c'est là que c'est pas suffisamment bien géré, à la demande d'un certain nombre d'associations, j'ai demandé aux services concernés de faire une enquête sur la présence de chlordécone dans l'eau. Dans l'eau du robinet. Les rapports arrivent. Ils disent la chose suivante. On a ouvert notre robinet au Vauclin, on a mesuré, il y a du chlordécone. On a ouvert notre robinet, c'est l'État français qui dit ça, à la demande d'une association. On a ouvert l'eau du robinet à Trinité, il y a du chlordécone. Mais au-delà du chlordécone, il y a des trucs qui sont inacceptables dans l'eau. Je vais vous citer les choses. Je vais vous citer les choses tout à l'heure. C'est qui le maire? C'est qui les maires de Martinique qui se sont levés pour dire, et les frères, faut arrêter ça. Arrêtons ça. Qui? Donc, j'ai pas envie de faire de comparaison et il n'aurait pas dû faire de comparaison. Par contre, dire que ce pays n'est pas suffisamment bien géré est une réalité. Notre hypocrisie globale, qui est de dire, ah ouais, un bêtier dit que nous pas bon, machin, elle est malvenue. Elle est malvenue. Nous devons lui dire qu'effectivement, c'est maladroit. Mais nous ne pouvons pas lui dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Or, il n'a jamais dit que nous n'avons pas le PIB le plus important. Il le sait, et c'est grâce à ça qu'il est riche. Il n'a jamais dit qu'on n'a pas l'indice de développement. Il n'a pas dit ça. Il a dit n'est pas suffisamment bien géré dans un contexte de compétition. Ça veut dire quoi la compétition? En clair, le taux d'émigration de la jeunesse guyanaise n'est pas aussi élevé que le nôtre. La jeunesse guyanaise ne part pas autant que la jeunesse martiniquaise. La jeunesse calédonienne ne part pas autant que la jeunesse martiniquaise. La jeunesse réunionnaise ne part pas autant que la jeunesse. Donc la compétition, ne serait-ce que sur le savoir, nous perdons de la richesse. Que faisons-nous pour ça? Voilà quelques thématiques. Il y a des choses qui sont vraies, il faut les dire. Alors, que ce soit un béquet qui le dise, évidemment, tout le monde a volé en l'air.
Mais moi, c'est quand même que c'est mon volé en nous qui a dit qu'en dizaine de bagailles fondamentales à nos pays, il n'y a pas qu'à gérer correctement. Ok. Oui, attends, laisse... Non, moi, je trouve que ce débat est très enrichissant. Je sais gré à Eddy d'avoir remis les choses un petit peu sur les rails, n'en déplaise à Michel, dont j'anticipe déjà sa réponse. Non, attends. Dont j'anticipe la réponse. Attends, alors, je vais un mot. Oui. J'ai dit, j'ai fait une réponse au premier degré. Mais, au premier degré. D'accord. Au premier degré. Bon. Tu vas nous parler le deuxième degré tout à l'heure. Je disais que je sais gré à Eddy d'avoir remis les choses en place, notamment avec la déclaration dont on peut penser qu'elle est exhaustive et vraie, faite par Bernard Ayotte, effectivement. Bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que Bernard Ayotte n'est pas n'importe quel béquet. D'abord, ce n'est pas n'importe quel homme du milieu économique et ce n'est pas n'importe quel béquet. C'est le béquet avec un B majuscule. En fait, en clair, celui qui a le plus d'argent. Bon. Celui qui a le plus d'argent, celui qui a de l'influence. Celui qui a de l'influence également. Donc, sa parole est d'autant plus intéressante qu'elle est rare, on l'a dit tout à l'heure. Bernard Ayotte ne s'exprime pas beaucoup. Pourquoi? Non, mais bon, il y en a d'autres. Bon, je pense au seul béquet, à ma connaissance, qui a été un homme politique. Bali. Jean Bali, du Carbet. J'entendais des propos plus durs que ça. Hein. Il se faisait assaisonner d'ailleurs au Conseil général par ses... J'ai failli dire ses congénères, ses collègues, n'est-ce pas? Mais c'est le seul à s'être engagé politiquement. Les autres restent dans l'ombre. Ils tirent les ficelles, mais ils sont dans l'ombre. Donc, que Bernard Ayotte dise cela, piégé ou pas piégé, je ne pense pas que ce soit un homme à se laisser piéger. D'accord? Qu'il dise cela, le fait que ce soit lui qui le dise, ça a son importance. Même si, encore une fois, il ne dit pas que nous sommes en bambam, mais que nous sommes insuffisamment bien gérés. Pour les compétitions. Tu voulais répondre, je crois. Oui. Alors, au deuxième degré, ce que dit Eddy est parfaitement vrai, c'est que Bernard Ayotte est un homme d'affaires, c'est un capitaliste, et il regarde les territoires avec un œil de capitaliste. Donc, le taux de pauvreté, le taux de chômage, le PIB par habitant, l'IDH, je dirais que pour lui, c'est accessoire. Il regarde les territoires en se disant, je vais investir, et en combien de temps j'aurai un retour sur investissement, et combien par rapport à ma mise. Et il regarde la Martinique, il se trouve qu'il y a un économiste que je cite souvent, M. Olivier Sudry, qui n'est pas un économiste marxiste, c'est pas un économiste keynésien, c'est un économiste néolibéral et qui a travaillé de nombreuses années pour le compte de la Chambre de commerce et pour les milieux économiques dominants, comme on dit, pour ne pas dire, pour utiliser de gros mots. M. Olivier Sudry a dit la chose suivante. Depuis 10 ans, depuis 2007, 2008, bien avant la crise sociétale de 2009. Je ne dis pas la crise économique, hein, je dis la crise sociétale, à dessein. Depuis ce moment-là, les investissements ont chuté en Martinique. OK? Et les investissements dont on parle, récemment, là, j'ai la dernière note de Liedon, ce sont des investissements de remplacement. C'est-à-dire lorsque la machine est arrivée à bout de souffle, lorsque la camionnette pour livrer la marchandise est arrivée à bout de souffle, on la remplace, mais pas avant. Donc on a fait des investissements. Bon. Le contraint forcé. Et puis surtout, le fleuron de ces groupes-là, c'est-à-dire l'import-consommation, Bricolag, Carrefour, Bricorama, etc., eh bien, les ventes stagnent et même de recul. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'il y a moins de consommateurs.
Et ça, c'est une crise sociétale. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre le fait qu'il y a un affaissement de la croissance économique qui vient du fait que, on a sursaturé le marché avec des grandes surfaces. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre de commerce. Et que les investissements qu'on aurait dû faire, ce seraient des petites surfaces de proximité dans les communes, pour les personnes âgées, et non pas de grands buildings, machins, etc. Donc on a toutes les places, on les a prises, et il n'y en a plus. Et on ne peut plus investir. Et comme on ne peut pas investir dans des activités comme l'énergie renouvelable, dont le retour sur investissement, comme disait ma collègue, est beaucoup plus aléatoire, est beaucoup plus long, on attend que ce soit les collectivités qui investissent dans les secteurs où le taux de profit, parce que c'est ça. Pour comprendre le raisonnement de M. Bernard Ayotte, quoi qu'il dise, c'est un homme entrepreneur, mais sa première priorité, c'est le retour sur investissement. Alors, j'ai une question sur ça. Vu la fortune de Bernard Ayotte, il aurait pu, je pense, lui et ses descendants, partir déjà dans un autre pays et puis vivre allègrement. Ils sont martiniquais. Je pense que... oui, mais ils sont martiniquais, mais attends. Oui. Vu sa fortune, il est capable d'aller en Afrique ou les autres pays où il a investi. C'est ce qu'il veut. Non, il vit ici. Non, mais attends, mais laisse-moi finir. Bon. Ensuite, on parle d'entrepreneurs. Moi, dans les grands groupes ici qui fonctionnent, je connais 3 grands noms. Oyoen, ils sont partis de rien. Ils n'étaient pas des béquets dans la Martinique, les Oyoen. Parfait et Ayotte. Ce sont les 3 gros groupes qu'on entend. Et tu oublies les Despointes. Oui, Despointes aussi. Non, mais je parle et puis tu oublies Centroto. J'ai parlé des 3 plus gros. Centroto, c'est qui? J'ai parlé des 3 plus gros. Obéi. Vous comprenez, c'est tard aussi. Non, mais j'ai parlé déjà des 3 plus gros, à mon avis. Mais ce que je vais vous dire par là, donc avec les noms que tu rajoutes, je n'entends pas de noms martiniquais. Hein. Qu'est-ce que les Martiniquais font pour investir pour le pays? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Martiniquais, ils investissent. Bon, contrairement à ce que tu penses, il y a beaucoup de Martiniquais. Beaucoup de non-béquets. Il y a beaucoup de non-béquets. Quand même, Oui, c'est une des données. Il faut lire. Alors, je crois que... Tu me renvoies au journal dédié. Je crois que M. Bernard Ayotte nous donne l'occasion d'un débat de fond. Parce que je dois le dire avec Eddy, depuis quelques dizaines d'années, nous essayons de comprendre le fonctionnement de l'économie martiniquaise en sortant des schémas préétablis, y compris ceux de ma propre famille politique. C'est un exercice difficile. Parce que... Pour Michel. Non, pour nous. Pour Michel. Pour les Martiniquais. Je parle d'un point de vue d'abord parce que je suis économiste. D'accord. Et que je suis marxiste. Si je veux combattre un système, il faut que je le connaisse. Or, une des caractéristiques de la société capitaliste, et ce qui fait sa force, et c'est ce que Marx, dont on fête le bicentenaire de la naissance cette année, a mis en évidence, c'est sa capacité de mutation et d'adaptation à la société. La société martiniquaise ne sait pas ses lois. Les béquets n'ont plus la puissance économique qu'ils avaient dans le temps. Ils ont encore une puissance économique, parce qu'ils ont été bousculés, par une partie de la bourgeoisie de couleur qui a pris des positions dans l'économie martiniquaise, et puis on oublie ceux qu'on n'entend pas. Il y en a qu'on n'entend pas. Le capital extérieur. Le capital extérieur, dont les grandes entreprises françaises qui sont dans le BTP, dans la distribution des carburants, et puis qui se sont associés à des entreprises trinidadiennes. Et puis, tous les importateurs de meubles qui sont sur la zone de la Jambette, il ne faut pas de bruit. Il ne faut pas de bruit. C'est-à-dire que la nature, la répartition... Tu continues à me donner des noms extérieurs à la Martinique. Oui, Vinci, etc. Pani Bolloré. Bolloré, la zone. Il est ici, chez les transitaires, c'est le groupe Bolloré maintenant. Etc. C'est-à-dire que la banque, je l'ai déjà cité, il n'y a plus de... Donc le capital financier de la Martinique, il est extérieur à la Martinique.
C'est ça. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que la nature ce qui veut dire que la nature du combat, je parle des organisations syndicales, le combat politique, du combat syndical, de revendication, il faut savoir qui est le patron. Et les syndicats, quelquefois, préfèrent avoir affaire à une entreprise locale. Pourquoi? Parce que quand il y a une revendication, on demande, le patron, il est là, physiquement. Mais oui, il est là, physiquement. Et alors que, quand vous vous adressez à une filiale d'un groupe extérieur, le type dit, bon, je range les revendications, et je transmets aussi. Je transmets à mon siège. Allons-y. Alors il dit, comme il y a beaucoup de sujets à nous faire plus un coup quand même. Non, il y a quand même un élément sur lequel j'aimerais revenir, malgré tout. C'est toujours le contexte, c'est toujours les faits. Bernard Ayotte a émis cet avis dans le cadre d'une réunion organisée par Yann Monplaisir, vice-président de l'Assemblée de Martinique, qui fait une réunion tous les mois. Tous les mois où il y a une réflexion sur le développement économique. Okay, et la thématique, c'était quelle dynamique économique pour la valorisation du patrimoine. Tout à fait. C'était ça. Hein? Okay, et Bernard Ayotte a, vis-à-vis du patrimoine, une idée assez claire de ce qu'il faudrait faire. Et il se bat depuis des années pour faire en sorte que la sauvegarde du patrimoine martiniquais puisse être un élément du développement touristique, économique et touristique en fait. Ouais. Okay, et c'est probablement parce qu'il est assez dépité, désabusé de ses échecs dans ce domaine-là, qu'il a probablement dû dire ça aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement les investissements, parce qu'on a plein de choses à dire ici sur ça, mais probablement c'est quelqu'un qui, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir préservé le patrimoine. Okay, il y a des tonnes de trucs ici qui auraient déjà été rasés s'il ne les avait pas rachetés. Bon. Mais pour des raisons qui sont d'abord économiques, c'est clair que ça permet à la Fondation Clément de récupérer du fric qui aurait été dans les caisses de l'État. Okay, et puis développer, faire du tourisme, et l'argent revient à travers la vente. Il y a 100 000 touristes qui passent chez Clément, donc ça permet d'équilibrer les choses. C'est pas de la pure philanthropie, ce n'est pas vrai. C'est du business et malgré tout un certain sens de la sauvegarde du patrimoine. Ouais. Bon, et nous devons bien le reconnaître. Il n'y a pas chez nos élus, et c'est pour ça qu'il le dit notamment, il n'y a pas chez nos élus le sentiment ou l'idée partagée que le patrimoine martiniquais... Non, je vais t'expliquer pourquoi. Je parle des maires. Je ne parle pas de la CTM, du Conseil général. Je parle des maires, ok? Parce que le combat de Bernard Ayotte sur ça, c'est avec les maires, ok? Je vais vous donner un exemple. Bernard Ayotte a produit un bouquin qui s'appelle « Patrimoine en péril » en Guadeloupe. Et les élus guadeloupéens se sont mis d'accord pour lui répondre en disant « Ok, chiche, on va, dans chacune de nos communes, on va identifier le patrimoine en péril et vous allez nous aider à le faire, à le sauvegarder. Ici en Martinique. Alors, je vais vous citer un exemple. Je vais vous citer un exemple de patrimoine en danger sur lequel l'action de Bernard Ayotte a été prépondérante, mais tu posais la question, l'action des Martiniquais après a été aussi prépondérante pour sauvegarder. La maison qui se trouve sur la route de Didier, qui est la maison Félix Seboué. Okay, là, je parle des élus d'avant. Les élus d'avant ont fait quoi? Ils ont dit, on a donné la maison Félix Seboué à l'État français pour qu'ils y mettent leurs cadres pendant des années, notamment les gouverneurs. Mais ça appartient au Conseil général. Au bout d'un moment, l'État a dit, bon, on n'a plus besoin de cette maison parce que bon, il faut l'entretenir, on vous la redonne. Vous savez ce que le Conseil général de la Martinique a fait? Il a demandé au préfet de sortir, on parle d'élus martiniquais, de sortir cette maison de la liste des monuments protégés pour que cette maison puisse faire l'objet d'une élimination physique pour que le terrain soit vendu à des privés.
Voilà ce que le Conseil général de la Martinique a fait. À quelle époque? Il y a quelques années, ok? Il y a 2 ou 3 ans, ok? Voilà la réalité, ok? Bernard Yot est intervenu en disant, mais attendez, c'est quoi ce scandale, ok? Il a mobilisé la presse. En mobilisant la presse, le préfet a dit, oh, stop. Le maire de Fort-de-France a dit, oh, stop. Les députés ont dit stop. Et là, l'ACTM, à travers Louis Boutrin, a dit stop. Yann Monplaisir a dit stop. Finalement, ça veut dire quoi? Mais personne n'a, aucun journaliste, aucun éditorialiste, aucun Martiniquais n'a envoyé une félicitation à Bernard Yot en disant « Eh frère, ça fait partie de notre patrimoine parce que Eboué ». Et c'est là qu'on retrouve, c'est là la réalité. Eboué a été foutu dehors de la Martinique par qui? Par les béquets. Par les béquets. Les béquets ont dit que ce type-là, ce nègre-là, il faut le foutre dehors parce qu'il est en train de foutre le bordel, ok? Et on l'a foutu dehors. Et c'est un béquet qui dit « Je connais l'histoire, mais cette maison dans laquelle a séjourné, elle fait partie du patrimoine, elle doit être sauvée, et nous pouvons partir. » Alors, tu vois, il y a un moment, il faut arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un moment où il faut dire la vérité et puis sortir des clichés. Parce que c'est un métier, il bâche. Parce que c'est un nègre, il comme ça. Parce que c'est un mulâtre, il comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que dans le discours des journalistes, des intellectuels martiniquais d'aujourd'hui, je ne parle pas de ceux d'hier, chacun sa période. Oui. Il faut que nous arrêtions ce système-là. Ok, nous, avec Michel, on a travaillé, on s'est battu sur un magazine qui dit la chose suivante. Il faut arrêter de dire que les béquets contrôlent l'économie du pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Non, ce n'est... Attends, je ne parle pas du passé. Je te parle d'aujourd'hui. Oh, on est encore dans ce truc-là. Les mecs vont te dire, les béquets contrôlent l'économie. Qui ça aura contrôlé, hein? Qui est-ce qui contrôle ce qui crée le plus d'argent en Martinique? La téléphonie mobile. Des béquets? Il y a un béquet dans ça? Pas en patate béquet, ok? Par contre, vous n'êtes pas qu'à veiller qui moun qu'à gérer. La Sarah, c'est ok? Vous n'êtes pas qu'à gérer qui moun... Le BTP. Il y a une boîte béquet dans le BTP qui construit des immeubles. Tu as une boîte béquet? Les multinationales ils sont quand même dans les carrières. Oui, il y a les carrières. Et encore, les carrières ont été rachetées par... Colas avait racheté des carrières. Colas avait racheté des carrières. Tu n'as jamais entendu un Martiniquais dire c'est un scandale qu'une multinationale française achète des carrières et puis construit des routes. Tu es d'accord? Donc, l'idée de base est la suivante. Allons essayer d'être intelligents et incisifs. Intelligent et incisif, et arrêtons le discours rempli de clichés. Ok? C'est ça. Il faut qu'on arrête ça. Parce que, en réalité, si on n'arrête pas ça, eh ben, il y a des clichés qui vont nous échapper. Quand on va se retrouver avec une économie qui est contrôlée à 95% par des multinationales étrangères, un exemple, les Martiniquais vont bouffer chez McDo. Je n'attaque pas McDo. Oui. Ils vont bouffer chez McDo. Ok? Tu n'as jamais entendu un Martiniquais dire « Je ne comprends pas comment des capitalistes argentins de Arcos Dorados basés à Buenos Aires et à New York contrôlent une partie de l'économie martiniquaise. » Jamais. Mais on tue métier à toute la journée pour dire « Oui, c'est un métier, c'est un métier, un métier. » Oui, c'est vrai, effectivement, une partie de l'économie, notamment la partie agricole, 52% des terres sont cultivables sont possédées par les béquets. C'est vrai. Et nous devons faire en sorte que ça puisse changer. Mais on a déjà été dépassé par le mouvement, les frères. C'est 15% du PIB. C'est fini. Tu te trompes. Je te cite quand même, c'est 11%. 11%. Toi, je dis 15%, c'est 11%. Et les 89%, c'est qui les a? Qui les a? Qui est vigilant pour savoir qui a? Et nous, on les cite, on dit attention, les frères. Alors, c'est qui? Mais c'est des Martiniquais d'abord. D'accord. C'est ceux que je t'ai cités entre autres. Ce sont des Martiniquais. Et je ne veux pas dire ça, pour ne pas faire accuser d'être contre l'État d'Israël. Bon. Là, tu vas fâcher ton président français. Alors, Nathalie. Non, alors, au-delà du problème économique, c'est vrai, moi, je maintiens que, quand même, bien entendu, aujourd'hui, ils ne possèdent pas la totalité du pouvoir économique, mais c'est quand même eux qui ont façonné la
la société martiniquaise et son économie. C'est quand même eux qui ont mis en place la banane, c'est quand même eux qui ont mis en place l'automobile, les transports, c'est quand même eux qui ont mis en place le BTP, même s'ils l'ont perdu au fil des temps, c'est quand même eux qui ont la majorité et qui avaient la majorité des terres, c'est quand même eux, voilà. Et en plus, il faut remettre les choses dans le contexte, je suis d'accord, et sortir des clichés, mais pour sortir des clichés, je crois que on ne peut pas faire l'économie d'une certaine psychologie. On peut pas gommer l'aspect psychologique de la chose. Sinon, on fait une erreur fondamentale en analysant la question béquet. Il y a une analyse psychologique à faire parce que le béquet dans ce pays représente quelque chose. Ce sont les stigmates de l'esclavage, qu'on le veuille ou non. Et que quelqu'un aujourd'hui me dise non, il n'y a pas de problème béquet, c'est pas vrai. Les béquets sont des Martiniquais comme tout. Ce n'est pas vrai. Quand tu dis, par exemple, ah oui, mais pourquoi ils vont pas vivre ailleurs, etc. Parce que ils ont non, ils ne peuvent pas aller vivre ailleurs. Donnez-moi un pays au monde qui accepterait qu'il y ait une caste comme ça, qui soit une caste entre elles, quoi. Et c'est vrai. Tu veux qu'on cite des pays où il y a des castes tous les jours ? Les pays où il y a des castes, c'est en Inde. En Inde, où il y a des intouchables. En Afrique du Sud. À Barbade, il n'y a pas de métissage. Attends, Barbade, tu n'as pas vu de métis à Barbade, ok ? Il n'y a pas ces descendants de colons qui se sont installés et qui refusent toute intégration à la population locale. Barbade. Ça n'existe pas. Non, mais je vais te citer. Oui. Barbade, ok. Oui, mais... c'est le problème béquet dont tu parles et qu'on ne peut pas effacer, tu as raison, n'existe pas qu'en Martinique. Il faut qu'on arrête ça. À Barbade, il n'y a pas de métissage parce que les Blancs... Il n'est pas aussi prégnant. Mais non, mais ce n'est pas vrai, contrairement à ce que tu dis. Et Barbade est indépendant et ils ont... Et c'est les béquets barbadiens qui gèrent l'économie barbadienne, tu vois ? C'est ça le problème. Mais bien sûr, mais bien sûr, les blacks, comme on dit, ou les noirs à Barbade ont le gouvernement. Mais l'économie barbadienne, je peux te citer différents groupes. Dans la Caraïbe, il y a beaucoup de groupes, ils ont un peu le même modèle schématiquement que nous. Bon, c'est-à-dire que oui, moi ce que j'ai dit tout à l'heure là, c'est qu'avec autant d'argent, il peut, avec sa descendance, partir ou vivre en France ou ailleurs sans aucun problème. Mais ils perdent cette espèce de, cette espèce de entre-soi qu'ils cultivent soigneusement, quoi. Et c'est ça qui pose un problème. On ne peut pas faire gommer l'aspect psychologique. Après, quand tu parles, par exemple, du patrimoine, le grand sauveur du patrimoine, c'est Bernard Ayotte. Bon. J'ai jamais dit ça. Nathalie, j'ai jamais dit ça. Ne caricature pas. Je parle de Bernard Ayotte en tant que grand sauveur de notre patrimoine, avec sa fondation, etc. Mais, par exemple, à quel moment il a parlé des habitations ? À quel moment il a remis l'histoire dans sa réalité ? À quel moment on nous dit que sur ces habitations-là, il y avait des esclaves ? À quel moment il nous parle de l'esclavage ? À quel moment il a fait des habitations qui sont des lieux de mémoire ? Toutes les habitations dans le monde sont des lieux de mémoire, sauf en Martinique, où nous avons des habitations de tourisme, des habitations, des distilleries que l'on visite, etc. Mais jamais, à aucun moment, déjà, ils n'ont jamais demandé pardon. Deuxièmement, l'histoire de l'esclavage en elle-même, ils ne l'ont jamais... C'est notre sujet. Ils ne l'ont jamais... Oui, mais parce que on est sur notre sujet. Non, mais c'est tout ça qui crée le malaise avec la communauté béquet. On est sur notre sujet. C'est pourquoi ces propos suscitent autant de réactions et autant de réactions négatives. Parce qu'il y a un problème avec la caste béquet, que l'on le veuille ou non, que ce soit à raison ou à tort. Moi, je pense que ça a raison, mais on peut débattre et penser... Il y a peut-être des arguments qui disent que ça a tort. Moi, je pense que ça a raison, mais il y a ce problème-là et cette chape qui pèse véritablement. Moi, je suis étonnée parfois de parler avec des gens et que ce problème-là revienne sans cesse avec ce mal-être et ce malaise qui fait qu'on n'arrive pas à le résoudre, en fait. Et c'est un véritable problème pour la construction de la société martiniquaise. On a vu qu'on est parti d'une déclaration qui est une déclaration objective que nous tenons tous les jours, en fait tous les jeudis à cette émission, et que parce que ce type est un béquet, ça crée un problème. Nathalie, je sais ce dont tu veux parler, mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que, tu sais ce qui va se passer un jour, c'est qu'il n'y aura plus de béquets, et les Martiniquais vont continuer à dire « Ah ouais, mais les béquets ». C'est ça qui va se passer. Ok ? Mais en l'absence... Attends, tiens-toi bien. C'est ça l'aliénation. Et c'est ça, malheureusement, ce que nous avons réussi à ingurgiter. C'est que, comme nous sommes incapables, pour un certain nombre d'entre nous, et heureusement une toute petite minorité, ok,
Comme nous sommes incapables de regarder ce que nous sommes vraiment, avec, tu as raison, le passé, le présent, le futur et les maux de chacun et les scandales de chacune de ces époques, nous avons besoin de manière systématique, dans ce petit pays, de boucs émissaires. Ok ? Or, il va se passer que notre bouc émissaire va mourir, voire disparaître, et nous serons toujours en train d'en parler. Dans la liste du nombre de groupes béquets qui ont disparu, une liste interminable, il y a probablement le signe inéluctable de la disparition de la caste béquet. Inéluctable, ok ? Et tous ceux qui... Ils sont confrontés au capitalisme international, comme tout le monde. Voilà, tous ceux qui analysent de manière objective l'économie, parce que c'est d'abord de l'économie, c'est pas de la culture. Les béquets, ils sont pas profs, ils sont pas dans la culture. Il y en a quelques-uns peut-être, probablement, mais la majorité sont chefs d'entreprise et ont des entreprises. Bon, la disparition inéluctable, ok, ou l'absorption, comme on le voit, ou le départ, comme on veut. Ou la mise sous franchise. Ou la mise sous franchise, ou sous tutelle, le rachat, etc. va aboutir à une situation où nous serons encore dans nos têtes avec des fantômes, ok, alors que la réalité aura été changée de manière sévère. Donc je ne suis pas pour occulter les débats, on le fait. On a une revue qui s'appelle Historial et on pose des problèmes très clairement sur l'esclavage, sur les exactions qui ont eu lieu à cette époque, sans aucun problème. Mais nous rattachons aussi à la réalité des gens qui vivent aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'un béquet va dire que ce pays est foutument mal géré dans certains secteurs qu'il va falloir dire que c'est un béquet. Donc, changer la nature de la problématique. Que ce soit un béquet, un mulâtre, un noir, un indien, un chinois, il a le droit de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Okay ? Par contre, nous avons le droit, nous, la communauté martiniquaise, de prendre chacun des représentants de cette communauté en disant « Allons, on peut parler de l'histoire, s'il te plaît. » Mais c'est deux choses différentes. Bien. Alors il faut vraiment qu'on se sujet, sinon on passera l'émission sur ça. Hein, donc, Alors, je voulais quand même citer rapidement un propos de l'écrivain et sociologue André Lucrèce, qui a répondu aussi à Bernard Ayotte, et qui... Avec beaucoup de retard, hein. Longtemps après. Longtemps. Il le fait, mais bon. Bon, bah, pas été temps. Oui, là, une semaine après. 3 jours. Une semaine. Jamais. Ouais, c'est pas grave. Enfin, Oui. Bref, ça c'est une question de médias. Bon, non. Ils n'ont pas une question. Non, parce que moi j'ai fait une réponse qui n'est toujours pas parue. Donc on va dire aussi Je à comprends content. pourquoi tu dis ça, d'accord. Bon, la CTM a initié en mars 2017, sous l'autorité de Mme Beuz, directrice générale des musées et séminaires, intitulé « Musées et tourisme pour le développement durable ». Le choix fait par la Martinique. La Martinique attire plus de visiteurs dans ses musées que la Guadeloupe. 47% des touristes ont visité nos musées en 2016, contre 30% en Guadeloupe. Le choix fait par la Martinique est plus proche du développement durable en ce qu'il valorise des musées sur l'ensemble du territoire. Ce choix va totalement à l'encontre du modèle Memorial Act, choix fait par la Guadeloupe, qui aujourd'hui nécessite un frais de fonctionnement entre 3,5 et 4 millions d'euros. Situation rendant difficile l'investissement muséal. De nombreux pays de la Caraïbe présents à ce séminaire ont fait part à cette occasion de leur expérience et ont indiqué aller dans le sens du modèle martiniquais, etc. Voilà. Bien. Alors moi je vous propose qu'on parle un petit peu de la grève de Mosaïque qui a duré très longtemps. Et je pense à ça parce que je pense à certaines choses qui ont été dites. Les Martiniquais... Tu penses à un pays qui est insuffisamment bien géré. Voilà un bon exemple. Et c'est pas un béquet, c'est pas un béquet qui a la tête. Et c'est pas un béquet. Et moi je pense, attends, non. Qui c'est qui va profiter? Qui c'est qui va profiter de ça? Mais laisse-le parler. Voilà. Le problème, c'est toutes ces mamies, grosso modo, pour schématiser, qui sont sur le bord de la route, qui pendant un mois n'ont pas pu faire leur truc. Est-ce qu'on ne devrait pas... 54% des habitants de Fort-de-France, donc résidents, n'ont pas des foyers, pardon. Ouais, n'ont pas de véhicule personnel. Est-ce qu'il ne faudrait pas installer un service minimum? C'est énorme, 54%. Oui. Mais ça s'est vu pendant la grève, pendant les 3 semaines ou 4 semaines. Les commerçants de Fort-de-France. Les commerçants, et ça continue. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas instituer un service minimum quand même pour ça? Parce que si tu dis 54% des foyers n'ont pas de véhicule n'ont pas individuel. de véhicule,
Non, mais au-delà d'un service minimum, on l'a déjà dit ici, je trouve que là, on est dans quelque chose de surréaliste. Fais attention, hein. Non, Fais attention. c'est vrai, non, mais Tu vas te faire je suis pas déchirer. vécu, alors là, Tu vas je te veux ce faire que je veux, sur le pays, je suis pas vécu. Donc, voilà. Tu vas te faire déchirer un petit morceau sur le net. Non, mais très clairement, ce problème-là, c'est surréaliste. Qu'il n'y ait pendant un mois qu'il n'y ait pas de transport. Alors, les conséquences sont terribles parce qu'il y a pas échec scolaire, comment on appelle ça, scolaire. Transport. Non. Les enfants ne vont pas à l'école. Retard. Absentéisme scolaire Absentéisme. qui est criant. 30% d'absentéisme scolaire dans les établissements. Mais c'est énorme. Énorme. Il y a des brevets des collèges qui arrivent, il y a le bac, etc. Donc ça, tout le monde s'en fiche. Il y a l'économie des commerçants. du centre-ville. Il y a des soins hospitaliers et autres qui peuvent pas être. Et tout le monde s'en fiche. Personne ne dit rien. Ça fait un mois. Enfin, non, mais... personne ne fait rien. Personne ne fait rien. On est dans quelque chose... Chaque semaine, justice a condamné cette loi. Non, on ne parle pas des médias. Au-delà d'un service minimum, je crois qu'on peut faire grève, bien sûr, le droit de grève, bien entendu. Mais à un moment, il faut quand même... Attention, Nathalie, c'est pas une grève. C'est ça qui est un scandale. Non. Au départ, c'est un blocage. Voilà, c'est un blocage. C'est un blocage. Et voilà, il y a eu des... Mais enfin, bon... On va pas jouer sous les mots, c'est-à-dire qu'il y a... Non, je ne joue pas sur les mots. Non, une grève. Oui. Une grève. Mais non, parce que les mots ont un sens. Syndicat, travailleurs, salariés, une grève, ce sont des travailleurs, c'est la cessation concertée et collective du travail. Alors, c'est un conflit entre des petits patrons et des gros patrons. OK? Ce sont des petits patrons qui eux-mêmes ont des salariés, qui sont en conflit à l'occasion. Il faut quand même expliquer. La CFTU est une société d'économie mixte, dont 53% des parts appartiennent à la CACEM, 23% des parts à la mairie de Fort-de-France, et le reste à une société privée qui s'appelle Transdev, qui est une multinationale. Transdev appartient à la Caisse des dépôts, et consignations, donc à l'État français. L'État français. Bien. Il y a une délégation de service public. Et alors, il y a une délégation de service public qui est accordée par la CACEM, qui était à l'époque en charge du transport urbain dans la conurbation Fort-de-France, Schellcher, Lamentin, Saint-Joseph. Bon. Et à l'occasion du renouvellement de cette délégation de service public, alors, et là, c'est là qu'on rentre maintenant dans une usine à gaz. Oui. Il y a, c'est ça, c'est une usine à côté de l'entreprise CFTU, qui gère directement un certain nombre de lignes, pourcentage, je vous fais grâce du pourcentage, il y a des co-traitants qui gèrent un certain nombre de lignes, co-traitants, et puis il y a des sous-traitants, où on subdélègue, la délégation de service public en faisant un appel d'offres. Et à l'occasion du renouvellement de cet accord de délégation de service public, il y a des sous-traitants que je ne citerai pas, qui ont été écartés, et d'autres qui ont été acceptés en fonction... Alors c'est là qu'ils disent, les règles de passation des marchés publics n'ont pas été correctes, ils se sont pourvus devant le tribunal administratif, ils ont été déboutés, et ils ont à ce moment-là entamé un blocage pour obtenir satisfaction. Alors, les choses se sont compliquées par le fait que le nouveau sous-traitant devait avoir un transfert des salariés et du matériel, parce qu'il n'avait pas la totalité, et... Donc les anciens sous-traitants disent que le marché était mauvais parce que le nouveau délégataire n'avait pas la totalité du matériel des bus. Voilà. Lui il répond « Oui, mais j'avais dit dans mon offre que j'allais les louer aux anciens sous-traitants, etc. » Bon. Mais le problème, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour savoir qui négocie. Bon, finalement, le maire de Fort-de-France s'est dévoué. Il dit qu'il a passé un protocole d'accord. Bon, qu'on n'a pas publié d'ailleurs. Bon, alors comment... Il a été publié, mais il n'y avait pas grand-chose dedans. En tout cas, moi je continue à m'interroger. Je m'interroge en tant que conseiller municipal sur la question, comment a-t-on pu désintéresser quand des gens ont mis leur bus pour barrer parce qu'ils estimaient avoir été lésés, comment peuvent-ils accepter de les enlever si on ne leur a pas donné une contrepartie? Et quelle est la contrepartie? Bon. Et puis,
c'est là que tu as raison, sont entrés en jeu les salariés des sous-traitants, premièrement, qui ont demandé des précisions sur les conditions de leur transfert, les congés payés notamment, que les anciens sous-traitants étant eux-mêmes déjà exsangues, ne pouvaient pas payer les congés payés, les anciens sous-traitants. Bon. Et ensuite, il y a, depuis 2 jours, un nouvel acteur, ce sont les salariés de la CFTU qui demandent des conditions particulières pour la reprise du travail, pour ne pas se faire houspiller, disons, par le public. Bon, donc, vous voyez... C'est un manger cochon. Voilà. Pourquoi je parle d'usine à gaz. En plus, les gens sont allés, ils ont même pas voulu qu'on reçoive des fouilles. Allez, oui. Non, tout cela ne répond pas à la question posée par Mano. Rappelle-la, moi. Sur le service minimum. Mais oui. Peut-on mettre en place un service minimum pour que ce genre de désagrément n'arrive pas. Quoi. Moi, j'ai envie de répondre ceci. Qui peut mettre en place un service minimum? Apparemment, c'est le préfet qui doit faire un truc, je crois. Selon quelles conditions et à quel prix? À quel prix? Moi, ce que je disais, c'est qu'au-delà d'un service minimum, parce qu'un service minimum, ça reste un service minimum et ça pénalise quand même les gens, parce qu'un service minimum, c'est un bus toutes les 3 heures. Oui, déjà, en temps normal, bon, moi, je ne prends pas Mosaïque, mais d'après ce que je sais, et pour l'avoir pris quelques fois, on attend quand même... Bon, et c'est normal, quand vous attendez le bus, vous n'êtes pas dans votre voiture privée non plus. Hein, donc, il y a un temps d'attente, mais le temps d'attente peut être quand même assez long parfois pour ces bus en temps normal. Donc, le service minimum, ça veut dire des gens qui attendent 2, 3 heures, 4 heures, comme la SNCF. Service minimum, c'est ça, c'est un train, un bus, par exemple, toutes les 2 heures, ou 3 heures, un sur 5, un sur 4. Bon, ça ne va pas régler le problème non plus. Je crois que ce qu'il y a avec cette grève, c'est qu'elle est particulièrement longue. Et deuxièmement, c'est que ces blocages, c'est qu'elles sont fréquentes. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas 2 semaines qui passent pour qu'il n'y ait pas un débrayage, une grève, les un blocage. N'étant pas toujours les mêmes. Hein. Donc, à un moment, il faut bien s'asseoir et se dire... Comme Michel le dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette usine à gaz? Certains disent qu'il faut la liquider et puis passer à autre chose. Peut-être, mais chercher une solution pour que demain, les usagers ne soient pas aussi lésés. Je termine en disant que c'est assez symptomatique de ce pays, c'est notre capacité à subir, encore une fois. Moi, je ne comprends pas que depuis le jour... aucun truc des usagers, aucune, comment on appelle ça, délégation. Mais ils ont été collectif des usagers, oui. Alors, ils se sont fait jeter. Ils se sont fait jeter malhonnêtement. Mais extrêmement malhonnêtement. Avec des chauffeurs de taxi qui vous disent, bon, on a déjà fait grève 1 mois, on peut faire grève 2 mois. En plus, et puis ils n'ont pas mis rien à faire ici, ils ont tellement d'entreprises. Les chauffeurs de bus. Pas les chauffeurs de taxi. Ça me fait sourire parce que j'entends Bernard Ayotte. Non mais c'est vrai, j'entends Bernard Ayotte. Non mais Bernard Ayotte. J'entends Bernard Ayotte. Non, je vais te dire pourquoi j'entends Bernard Ayotte. Parce que Bernard Ayotte, lui, il vend des bagnoles. Alors qui s'occupe de ces bagnoles et qui laisse le transport tranquille. Non, je sais que tu as dû avoir quelque chose contre lui, mais c'est une image, Nathalie. Non, c'est juste une image pour une raison simple. Bien évidemment, ça lui facilite le boulot. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'au bout d'un moment, c'est mon engagement dit moment bon. Rachète en loto, même si on saisit au bout de 8 mois, rachète en loto. Bon. Non, mais il faut acheter à Noël et payer à Pâques. Et saisir en décembre. En plus, si les gens se mettent à acheter des voitures, le CSP n'aura personne. Je vais te dire pourquoi je l'entends. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à l'investissement en Martinique. Il y a des gens qui peuvent dire, c'est une île au centre de la Caraïbe, c'est un pays de droit, il y a l'euro, il y a des financements bancaires qui ne sont pas pourris par le blanchiment, les gens sont bien éduqués, ils ont un niveau de vie suffisant, j'investis. Okay? Mais comme le disait Nathalie, si toutes les 2 minutes, tu as justement le refus... Non, c'est pas le blocage. Regarde le bordel qu'il y a ailleurs. C'est pas ça. C'est le fait que les gens qui sont au pouvoir, les gens qui gèrent le pouvoir, les gens qui gèrent l'ordre, simplement l'ordre public, simplement. Donc l'ordre public est géré sur le territoire municipal par une mairie. L'ordre public est géré sur le plan de l'ensemble du territoire par un État.
Si les gens qui gèrent l'ordre public considèrent que de toute façon, ils n'en ont rien à foutre que l'ordre soit respecté ou pas, donc on parle bien de gestion, insuffisamment bien gérée. Lorsqu'une entreprise qui se fait un service public, on ne parle pas de service privé, un service public est bloqué par des gens du privé, on est sur quel niveau de responsabilité? On est d'abord sur un niveau de responsabilité sur un territoire. Il y a une ville, un maire qui voit que l'ordre public est troublé sur son territoire. Il prend son téléphone, il appelle le préfet, il dit « Ça, je vous demande que ça soit... » Le préfet ne lui répond pas, c'est pas compliqué. Il a un palais de justice juste à côté de sa mairie. Il va au palais de justice et il demande en référé que le juge ordonne le déblocage. OK? Il ne le fait pas, c'est pas compliqué. L'un des membres éminents du PPM est président de la CFTU. OK? Le président de cette société dont la ville de Fort-de-France est actionnaire dit « Je demande au tribunal de dégager. » OK? Ce qui a été fait, hein? Oui, mais ça n'a jamais été dégagé. OK? Non, que le gars a dégagé, mais je crois que c'est un autre transporteur qui, lui, n'avait pas été assigné. Il y a eu un petit truc de passe-passe. Donc, l'idée est la suivante, en clair. Nous sommes dans un territoire dans lequel les gens qui... Je sais que je vais me faire tirer dessus, mais imaginez 2 minutes. Vous vous levez un matin et on vous dit que l'État français est parti, qu'il n'y a plus de gendarmes ni de policiers. Je crois que ça fonctionnerait quand même. Non, laisse-moi te dire. Oh, tu te lèves et puis tu entends RCI, on te dit, bon, les frères... Monsieur Pulvar. Non. Pulvar qui a été là, qui a dit, bon, les frères, le préfet a bâti, la gendarmerie bâti, l'armée bâti, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est effectivement, et tu l'as dénoncé, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça dont on parle ici, effectivement, parce que notre job, c'est de parler, quoi. Mais au moins, nous pas parler. OK? Et puis des gens qui, eux, peuvent faire, au moins l'écoutent ou l'entendent. Mais ce que je voulais rajouter, Père Panofil, Pulvar, juste, Jean-Marc Pulvar, ce matin-là, il dit ça, de l'île Sœur, hein. Il aurait dit de la Guadeloupe, je suis en Guadeloupe parce qu'il n'y a plus d'eau en Martinique. En fait. C'était une plaisanterie. Donc, ce que je voulais faire, c'est l'image suivante. En fait, c'est comme si c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était ça. Et dans tous les secteurs, j'ai cité le truc de l'eau. Frère, il y en a pour 500 millions d'euros de travaux. On est sur des taux de fuite dans certaines communes de 70% de l'eau. Ouais. On est sur un prix qui est fixé, on ne sait pas comment. On est avec des multinationales qui pompent un maximum de blé sur le service de l'eau. Et qui est concerné? Qui fait quelque chose? Nobody. Mais c'est nous qui payons. Oui, nobody. C'est-à-dire que la situation qu'il a voulu juste, et moi je partage à fond la caisse. Quand tu additionnes tout ce qui n'est pas suffisamment bien géré, moi, je n'ai pas envie de dire il y a un scandale. J'ai envie de dire, mais comment y a nous qu'a fait pour le matin nous lever, là, qu'à continuer à fonctionner. Et pourtant, elle tourne. Alors, comment y a nous qu'a fait, ou ça foutit, comment y a nous qu'a fait? Il y a 50 000 Martiniquais qui prennent leurs pieds. Et il y a 350 000 Martiniquais qui payent pour ça. Voilà, c'est ça la réalité. Qui payent pour ça. Les gosses qui se lèvent à 4 h du matin pour prendre un bus, pour reprendre un autre bus. Moi, je vois des bus. Je vois un bus qui fait, écoute ça, je vois un bus qui part de Sainte-Luce, qui monte à Ducos, qui passe par le François, qui va au Robert et qui va à Sainte-Marie pour emmener des enfants dans un BTS, je ne sais plus quoi, biologie ou un bail comme ça. Et puis, bus là, quand il fait même bail là, mais pousser de chambre à l'air, frère, vous savez à quelle heure il a levé? À 4 h du matin. Et à quelle heure qui non, mais tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Voilà, alors on additionne tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a 350 000 nègres qui souffrent pour que 50 000 personnes prennent leur pied. C'est ça la réalité.
Alors, nous allons passer à un autre sujet parce que... C'est vrai, mais ailleurs, c'est pas mieux. Oui. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Passons à autre chose. Il n'y a pas de service de transport à La Réunion, il n'y a pas l'eau ne mange pas en Guadeloupe, la Guyane, je n'en parle même pas. Mais ça ne nous console pas, Nathalie. Oui. Ouais. Alors, quelque chose qui va peut-être vous consoler. Alors, moi, je pense que c'est bon de... La presse a un devoir critique, mais un devoir de mesure aussi. Et c'est ce qu'a exprimé tout à l'heure Nathalie, c'est de relativiser les choses et que, moi je vois les choses du point de vue historique, la Martinique est un pays en voie de développement. Mais oui. En voie de sous-développement, 17. Bon, si nous sommes malades du transport, et que nous ne sommes pas passés au transport public comme la France l'a fait il y a un siècle, c'est que quand la canne à sucre s'est effondrée, les ouvriers de la canne à sucre se sont lancés dans le transport et ont investi, d'ailleurs souvent avec l'aide des béquets. Oui, il fallait vendre des voitures. Bon, avec les cautions des béquets, notamment dans le transport de matériaux de construction, dans les tombées levées, etc., etc. Bon, c'est une fois que ces structures quand on a voulu à Fort-de-France passer du transport individuel, on a tenté la coopérative, ça n'a pas marché, c'était le JET. Le JET. Bon. Et il a fallu, pour désintéresser... Avant le JET, il y a eu la TUMA, non? La TUMA. Bon, parce que moi, je veux quand même qu'on voit les choses. Hein. Il ne faut pas voir les choses comme si on est... Non, mais fais quand même bref, parce qu'il faut qu'on parle d'autre chose. Un métropolitain qui arrive et puis qui dit qui ne vient pas du transport public, etc. Mais non, le métropolitain ne se dit pas ça, il se dit quel business il va monter pour gagner de l'argent. Quel business il va monter pour gagner les Martiniquais. Ne tiens pas de propos comme ça. Mais ceci dit, la CFTU, c'est quoi? C'est un compromis. On a voulu... Mauvais compromis. Peut-être, il s'est arrivé à être mauvais, mais il a voulu à un moment donné, il a bien fallu à un moment donné créer une entreprise publique qui a fait un pas par rapport avec quand même des tarifs fixés, une décadence, des horaires, une billetterie, ce qui est un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. Et qui transporte 10 millions de passagers par an. Et pourquoi les gens comprennent bien? C'est comme si on parle là de la RATP. Attention, il faut bien voir d'où on vient. Mais il a fallu aussi, pour désintéresser les anciens du JET, leur donner ce fameux statut qui maintenant remonte à la surface de sous-traitant. Oui. C'est ça le fond du problème. Ouais. Et cette CFTU, elle est en déficit, parce qu'il faut savoir qu'elle est en redressement judiciaire, elle a du mal à payer ses fournisseurs, elle a du mal à payer l'entretien de ses bus, et ce qui explique le mécontentement des salariés actuels. Voilà, parlons d'autre chose. Allons passer à un autre sujet. On va parler de notre béquet. D'accord. Tu veux relancer Nathalie, là? Non, je vais parler de Karine Mousseau. Qu'est-ce qui se passe avec la CTM? Pas la CTM. De quel béquet tu veux parler? Karine Mousseau. Je parle de Karine Mousseau. Bon, je plaisante. Je dis ça, je plaisante. Moi, je croyais que tu parlais de Yann Monplaisir. C'est pas je parle de Karine. Elle est proche, tu veux dire, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le CMT? Parce qu'elle a tenu une conférence de presse, mais je crois qu'elle s'est fait houspiller, peut-être pas en... Alors, l'histoire est la suivante. Voilà, merci. Chaud, les marrons. Voilà. L'histoire est la suivante. Il y a un élu du conseil d'administration qui s'appelle M. Marant, qui pose des questions plutôt dérangeantes sur des questions budgétaires. Un élu assemblée. M. Marant est à droite. Et il est à droite. Hein. Il est élu. Non, il n'est pas élu. Il est membre du conseil d'administration. Vous entendez des gîtes ruraux. Des gîtes, voilà. Donc c'est un professionnel. Mais est-ce que c'est lui qui a parlé des frais de bouche, de tous ces trucs-là? Attends. Ne rentrons pas dans les détails. Je raconte l'histoire pour que les gens comprennent. On va rentrer dans les détails après. Donc il fait des remarques qui ne sont pas forcément très agréables parce que, il y a des dépassements. En fait, lui, il juge que c'est pas... Il pose des questions. Et il se fait rattraper par Yann Monplaisir de manière assez sévère. Et ça tourne au règlement de compte, on va dire,
D'abord personnel et ensuite politique. Ils sont tous les deux de droite. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Effectivement, ils ont fait des choix de droite. Bon. Et ensuite, après une déclaration de Yann Monplaisir, Jean-Philippe Nilor considère que ce qui vient d'être dit le concerne à la fois sur le plan personnel et politique et dit sa façon de penser à Yann Monplaisir parce que lui aussi a des choses à dire sur les budgets. En fait, Yann Monplaisir considère que ces gens attaquent la gestion budgétaire du CMT et répond de manière assez dure à ces gens-là. Bon, les élus, il y a une suspension de séance, les élus du MIM autour de Jean-Philippe, ils leur demandent une suspension de séance et ils reviennent en disant qu'ils ne voteront pas, ils s'abstiendront à voter le budget. Voilà. Et, le budget du CMT. Le budget du CMT. Et la présidente et Yann Monplaisir considèrent qu'ils ont été attaqués, qu'il y a des bruits. Donc ils font une conférence de presse qui attaque les représentants du MIM, puisque Yann Monplaisir dit ces représentants du MIM, là, quand ils sont à la CTM, ils ne critiquent pas, ils n'ouvrent pas leur bouche pour attaquer le président, alors que... Jupiter, alors que quand ils sont au CMT, ils attaquent, en fait, grosso modo, ils prennent leur revanche. Bon, j'ai relaté comme j'ai pu, mais bon, vous comprenez bien qu'en fait, en réalité, derrière tout ça, il y a encore la politique et cette problématique de scission, de confrontation entre la partie droite et la partie MIM, à travers des personnes qui changent. Mais c'est encore le combat parce qu'il y a des choses qui j'ai pas compris. Tu as dit que Jean-Philippe Nilor, qui est du MIM jusqu'à maintenant, est parti avec des conseillers proches de lui. Oui. Tout le MIM alors? 3 ou 4, oui. 3 ou 4 seulement. 3 ou 4 personnes. Ceux qui sont représentés au CMT. Oui. Au conseil d'administration. On fait la garde rapprochée de Nilor. Ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, pas la garde rapprochée de Nilor, pas du tout. Ce sont des gens, c'est des élus qui siègent au conseil d'administration et qui ne partageaient pas le point de vue de Yann Monplaisir. En fait, c'est l'explosion, là. C'est l'explosion de la Grande Union, le Grand Semblé en chance. Et puis on parle... Alors, si on me dit que le divorce n'est pas prononcé, je ne sais pas ce qu'il en faut. Attends, Antilla, la une d'Antilla, que je vous recommande très fortement, dit la chose suivante. CMT, Karine Mousseau, et il y a une citation, alors je ne sais pas de qui elle est, donc je vais chercher. Si la guerre était sournoise, cette fois, elle est ouverte. Donc c'est pour apporter de l'eau à ton moulin. Mais bon, Michel va... Disons que c'est une friction supplémentaire. Mais lorsqu'il parle de frais de bouche, il parle de voyage, il parle de frais qui ont explosé, ce sont des prétextes. Alors, la ligne budgétaire n'a pas été votée parce qu'ils disent que la ligne budgétaire n'était pas qu'elle n'a pas été soumise au conseil d'administration. Et donc, c'était 2 millions, je crois, quand même. Et donc, ils ont refusé de voter la ligne budgétaire. Ils n'ont pas voté contre. Ouais. Bon. Ils se sont abstenus. Ouais. Mais bon, on sait, effectivement, tu as raison, ce n'est que l'expression de cette espèce de confrontation. Parce qu'ils disent que c'est une ligne budgétaire qui est trop onéreuse, enfin que c'est beaucoup trop. Deuxièmement, ils dénoncent, je crois, une campagne, des choix du comité martiniquais du tourisme qui désapprouve, notamment une campagne digitale qui a été faite pour un montant de 250 000 euros, plus d'autres choix du comité martiniquais du tourisme pour promouvoir le tourisme martiniquais qui n'approuve pas. Karine Mousseau tire sur les médias. Je ne citerai aucun média, mais elle dit il y a eu un article au titre ravageur et rempli de contre-vérités, donc il fallait expliquer le contenu. C'est pour ça qu'ils ont fait une conférence de presse. Mais à mon avis, c'était pas tout à fait ça. Il y avait la volonté d'éclaircir des rapports un peu tendus quand même. Et c'est un euphémisme. C'est clair, on parle de règlement personnel entre toutes ces personnes, mais ce qu'il faut voir, c'est qui en pâtit, encore une fois, c'est quand même le tourisme, c'est quand même les institutions, quoi.
Tout à fait. Donc là, je crois que... Mais moi, je vous suggère de ne pas laisser Michel plus longtemps mal à l'aise. On va passer à un autre sujet. Attends, laisse-moi juste dire un mot. Oui. Non, mais Attends. Oui, laisse. Non, oui. juste pour te faciliter le travail. alors, je suis Façon de parler. Bien que très zen. Yann Monplaisir est assisté, je crois que c'est ce matin que je l'ai entendu. Au RCI, oui. C'est au RCI. Parce qu'évidemment, on l'a titillé sur les frictions, comme je disais tout à l'heure. Le clash avec Jean-Philippe Nilor. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous Attends. voulez Et qui est-ce qui l'a titillé Mais le préposé. Le préposé. Non, pas seulement. Regarde, Mikey Rask l'a titillé aussi, en lui disant qu'est-ce qui s'est passé avec C'est Jean-Philippe normal. Nilor. Et Martinique Première aussi. Et Yann répond. Mais oui. Yann répond. C'est une conception d'information. Je suis dans la co-construction. Et on va l'inviter ici pour le titiller, et puis voilà, on va le titiller aussi, quoi. C'est pas une façon de concevoir l'information. Je suis pas d'accord avec toi, et Michel. Les journalistes ne sont pas là pour passer les plats. Non, mais tu as raison de dire ça parce que Karine Mousseau dit dans Antilla, on peut la citer. Bien sûr. La question est la suivante. Le site internet Bondamanjak a fait été d'un clash entre les deux hommes, Nilor, Monplaisir. Non, mais attends, parce qu'il y a une question entre les deux hommes lors du conseil d'administration. Est-ce que vous confirmez? Ok. Et elle dit oui, un très gros clash. Et ça a été un combat politique quand même formidable. Le contenu de ce clash était politique? Point d'interrogation. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un truc administratif? Elle dit oui, très politique. L'un des deux a dit tu me crains électoralement. Donc, on est déjà sur la prochaine campagne électorale. L'un des deux? Oui, l'un des deux. Leur stratégie à ce groupe au sein du conseil d'administration, c'est d'essayer de calmer le groupe Bapéi. Donc, on est très clairement... On ne peut pas faire mieux comme analyse. Ah ben c'est parce clair. que voilà, là, elle le dit elle-même. Donc, elle n'a même plus besoin de faire l'analyse que l'idée... Voilà. Et puis, c'est parti pour les campagnes. Ce qui est bien, c'est que ça ne concerne pas Michel. Voilà. Ça va faire que aller en s'accélérant. C'est clair. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui met ses pions en place. Et on va donner la parole à nouveau à Michel et le verbe pour parler de son président qui était aux États-Unis. Comment tu as trouvé le président français aux États-Unis? Alors, je vais vous dire une chose. Je pense que si des élus, au moment du vote d'un budget, d'un compte administratif, posent des questions sur l'utilisation de l'argent public, ils sont parfaitement dans leur rôle. Ils sont légitimes. Ils sont légitimes. Bon. Ils n'ont pas voté contre, mais ils ont posé un certain nombre de questions qui sont parfaitement légitimes. Bon. Maintenant, que certains se lancent dans des supputations, j'ai déjà dit ça ici, des supputations électorales qui, à mon avis, sont hors de saison, parce que la Martinique est dans une situation, et la collectivité territoriale de Martinique, ça c'est mon credo, il y a une situation difficile, et que d'ici 2021, il peut se passer beaucoup de choses, et que nous avons à faire en sorte de remettre la Martinique sur les rails. Et que c'est ça, si j'ai un message à adresser à tous ces élus, c'est que nous serons tous, quelles que soient nos tendances, jugés sur ce que nous aurons fait pour faire avancer la Martinique. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y en a certains qui commencent déjà à essayer de sauter, tu sais? Oui, mais c'est ça. Alors, les rats quittent le navire. Parce qu'il y a des difficultés. Effectivement, je l'ai déjà dit. Il y a des difficultés qui viennent de l'héritage. Il y a des difficultés qui viennent du fait que le gouvernement nous met des bâtons dans les roues avec sa nouvelle conception de la gestion des collectivités territoriales. Michel, tu l'as déjà dit, comme tu as dit, mais faisons un petit tour quand même, parce que l'émission est terminée avec Macron aux États-Unis. Oui, allons-y. C'est quand même le président préféré de Michel. Oui, et en plus, apparemment, celui de Trump aussi, le président préféré de Trump. Et puis, c'est le premier, comment on dit ça, visite d'État, je crois. Première visite d'État, donc... Depuis l'élection de Trump. Qu'est-ce que vous trouvez, comment vous avez trouvé ça? Tu m'as interrogé alors? Oui, bien sûr. Alors, écoute, moi, ce que je note simplement, c'est la dominante, ce qui domine. C'est l'alignement du président de la République française sur un président populiste et raciste. Et que... Mais il a aussi besoin de Macron, j'avais cité un grand journal français, c'est Le Monde,
Le Monde a écrit que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Depuis Sarkozy, Hollande et Macron, Sarkozy a réintroduit la France dans l'OTAN. La France a perdu son indépendance stratégique et militaire, ce qui fait qu'elle est obligée de s'aligner dans la surenchère à la fois à l'égard de la Syrie et surtout grave de l'Iran. C'est ça qui est grave. Voilà. C'est mon commentaire. Non, mais alors, sinon, sur la visite, pour cette visite-là. Bon, la visite, dormir dans le lit dans la demeure de Washington, tout ça, c'est du folklore. C'est du folklore. Bon, ça peut satisfaire l'ego du Français moyen qui voit son pouvoir d'achat baisser parce qu'on a donné de l'argent aux grandes fortunes. Mais le fond du problème, c'est que, et puis pendant ce temps-là, Trump a taxé l'acier, les marchandises françaises, le vin français, le champagne français, et Macron ne défend pas les intérêts de la nation française. Voilà. Oui, parce qu'il essaie de se donner une posture internationale, mais il y a deux choses. C'est vrai qu'on se demande pourquoi essayer de s'aligner sur un président qui, on le sait, c'est un président raciste, c'est un président populiste, c'est un président qui veut faire un mur pour les migrants, c'est un président qui est sorti de l'accord de Paris, qui sur le climat est climato-sceptique. Enfin, ils n'ont rien de commun, a priori. Donc, on se demande pourquoi ce besoin de reconnaissance et d'amitié de la part du président des États-Unis. Bon, tout ça, c'est stratégique, bien entendu, c'est de la géopolitique, etc. Moi, ce qui m'a frappé, c'est sur l'Iran, par exemple, sur l'accord nucléaire de l'Iran, où Trump, il n'a même pas essayé, ni rien. Il lui a dit juste, bon, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Des petites accolades, mais c'est comme ça. Point barre. Enfin, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, la France n'a même pas son mot à dire là-dedans. Donc, on se demande... Et il s'est fait un peu humilier quand même. J'ai trouvé ça assez humiliant pour lui parce que dès le départ, juste avant la conférence de presse, Trump a bien mis les choses au clair en disant, bon, il peut dire ce qu'il veut, le petit, il est bien mignon, mais... ça, on s'en fout. On ne va pas bouger d'un iota. Voilà. L'Iran n'aura pas de programme nucléaire et c'est tout. Voilà, sur le climat, il a dit, bon, allez, comme il est sympa, on va voir, peut-être, on va étudier la question. Mais je pense qu'il y a eu quand même une certaine humiliation lors de cette visite et que ce n'était pas bienvenu pour lui, quoi. Alors, même si aujourd'hui, il veut se donner une stature internationale, je crois que là, cette visite, ça a plutôt... Lafayette, nous voilà. Alors, vas-y. Moi, je vais dans le même sens que Nathalie. On nous a seriné. Bon, il faut voir le rôle des médias français aussi. C'est des émissions sans arrêt. Non, mais les mecs, vous n'êtes pas obligés de les regarder, les émissions. Non, mais c'est vrai. Mais il faut quand même... Les éléments de langage de cette visite, comme on dit, avant, pendant et après. Voilà. Elles sont révélatrices. Et donc Macron était parti notamment pour faire plier, je fais exprès d'employer des mots forts, pour faire plier Trump sur le climat, sur l'Iran. Ouais. Il a échoué sur les deux trucs, sur les deux sujets. Et comme dit Nathalie, je suis assez d'accord, je trouve qu'il a été humilié. Non seulement la différence de taille physique entre les deux hommes, mais surtout la différence de taille politique, où effectivement l'impression qui ressort, c'est que la France se met à la remorque des États-Unis. Se met ouvertement... Même Hollande a dit ça. Se met ouvertement... Alors que Macron joue toujours la position qu'il envie d'être à la tête de l'Europe. Donc l'Europe qui, elle, peut parler d'égal à égal avec les États-Unis, pas la France qui peut parler avec les États-Unis. Ouais, c'est l'Europe. Ouais, mais alors il dit rapidement, on a terminé. C'est qui ? Bon, moi je trouve ça un tout petit peu caricatural, surtout l'analyse de Daniel. Macron n'est pas parti pour faire plier qui que ce soit, et il le sait, il est suffisamment pragmatique pour le savoir. Macron répondait à une invitation de Trump qui lui-même a été reçu en visite d'État par émerveillé par le 14 juillet. Oui, mais bon, les mecs, très sincèrement, vous êtes suffisamment costauds pour savoir que tout ça n'a aucun sens et n'a aucune valeur. Quant à Hollande qui dit « ouais, machin », Hollande a dit
au président syrien, ne franchis pas la ligne jaune ou rouge, je ne sais plus. Sinon, je te bombarde. Et Barack Obama lui a dit, bon, toi, tu te calmes avec tes missiles. Donc, à la remorque des États-Unis, Hollande a fait pire, et tu as raison de le dire, Sarkozy, pareil. Non, celle qui a raison, probablement, c'est Nathalie qui dit, mais elle l'évacue de revers de main. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Tout ça, c'est stratégique. C'est bien évidemment stratégique. On nous montre, parce qu'il y a des gens qui achètent des journaux People, hein, et il faut faire des photos avec des nanas qui ont des beaux chapeaux, tout ça, c'est tout. C'est tout. Mais derrière... La photo de dos des deux dames, des deux premières dames. J'ai vu ça sur les réseaux. Ah oui, avec le commentaire. Hamburger et puis... Non. Est-ce que c'est vrai? La différence entre la première puissance mondiale et la cinquième. C'est clair. Moi, je trouve ça détestable, ce genre de... Bon, voilà, il faut faire tourner la machine, avec les caméras qui regardent si Trump peut attraper la main de sa femme, parce que, bien évidemment, sa femme fait chambre à part depuis qu'elle est désormais convaincue et qu'elle a les preuves que Trump ne l'a jamais vraiment aimé et qu'il l'a trompé à tire-larigot. Donc ça, c'est pour les gens qui achètent des journaux, People, c'est très bien. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment des problématiques politiques, il y a des problématiques stratégiques et des problématiques économiques. Mais ça ne va jamais se traiter à la Maison-Blanche, ça se traite derrière. Et de temps en temps, il faut se dire la vérité. Il faut être tout prêt pour te dire, ça, tu es d'accord, règle-moi tel dossier, passe-moi ça, et puis c'est tout. Mais on sait très bien que ça se passe comme ça. Donc disons aux gens qui nous écoutent et nous regardent, les mecs, ça c'est le show, et derrière, il y a des choses beaucoup plus sérieuses qui se traitent. Alors, vous avez, pour terminer là, la phrase de Hollande qu'on lui pose, est-ce que Macron c'est le président des riches? Il dit non. Alors le gars, le regard interloqué, il dit non. C'est le président des très riches. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, il faut être content. Tout à fait. Mais il est certain que Hollande, de temps en temps, il se rappelle qu'il a été socialiste. Bien. Oui, merci. C'est très bien de le dire. De temps en temps. Il a expliqué pourquoi. C'est très bien de le dire. Il a été socialiste. Non, mais c'est vrai. On a installé le grand capital à l'Élysée. Et on l'a bien vu, je reprends mon exemple sur les collectivités territoriales, on a introduit dans la loi française des critères en ce qui concerne le désendettement des collectivités locales qui étaient appliqués par la banque. Mais avec cette différence que ça figure dans la loi. Bien. Oui, parce que Hollande disait, en fait, même les riches prennent du fer sous Macron. Il y a que les très très riches qui ont dispensé d'ISF, qui ne vont pas trop sentir le poids des taxes, etc. Mais même les riches vont prendre du fer. Voilà, c'était le mot de la Les 453 personnes. Voilà, les 500 premières fortunes. Parce qu'il y a 453 personnes qui payaient l'impôt de solidarité sur la fortune, dont celui dont nous parlons tout à l'heure. Eh bien, ils doivent remercier Macron. Bien, merci à tous les quatre. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis la semaine prochaine, si Dieu veut. En Martinique. Ah bon, tu est insuffisamment géré. Tu vas jamais... Insuffisamment bien géré la Martinique. Mais insuffisamment. En tout cas, nous gérer bien ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.